été ton premier contact avec les Pléiadiens? Quelle question. Alors, tu parles de mon premier contact dans cette incarnation ou de mon premier contact Mon premier contact dans cette incarnation. Alors moi, j'ai une histoire de vie traumatique qui fait que la seule façon que j'ai eue de pouvoir rester en vie, ça a été de rester en contact en fait, avec cette part de moi qui était plus grande, plus vaste même que cette incarnation. Et donc je suis restée en contact avec mon entourage spirituel. Et dans mon entourage spirituel, il y a des Pléiadiens, puisque c'est de là dont je suis issue. Et donc mon premier contact, on peut dire que c'était dès la naissance. Et ensuite, parce que pour moi, Pléiadien ou guide ou maître, en fait, c'était dans le même registre. C'était pas plus important pour moi d'être en reliance avec les Pléiadiens qu'avec mon maître initial primordial ou différents guides. Ça a eu plus d'importance en grandissant, en vieillissant, parce qu'après j'ai reçu précisément des enseignements des Pléiadiens. Mais dès le départ, j'étais en contact, je suis restée en contact avec eux et avec une entité notamment, une amie qui s'appelle May, qui est sur les Pléiades, qui est pléiadienne, qui n'est jamais venue sur Terre et avec qui j'ai eu une relation privilégiée dès le départ. Et donc, tu as des souvenirs dès ta naissance? C'est ce que tu dis en fait? C'est ce que je dis, ouais. Dès ma naissance, j'ai des souvenirs, mais ce n'est pas des souvenirs, puisqu'il n'y avait pas de distanciation par rapport. Je n'avais pas de contact spécialement physique humain sur Terre. Et donc, je n'étais pas dans la capacité d'analyser que je gardais le contact. Après, justement, au moment où, en règle générale, le voile se ferme, entre 4 et 7 ans pour la plupart des humains, là, j'ai vu que moi, je continuais à voir, à entendre, à parler avec, et que ça commençait à être un peu dérangeant pour mon environnement, de ne pas comprendre ce qui se passait pour moi. Et c'est là où j'ai vu que en fait, le contact était toujours établi et que ce n'était pas le cas pour tout le monde. Okay. Et donc en fait, en ce qui concerne les Pléiadiens, donc comment ça s'est passé? C'est eux qui t'ont dit qu'ils étaient Pléiadiens? Alors, non, ça ne se passe pas comme ça en fait. C'est que quand tu as la mémoire d'où tu viens, de qui tu es et d'où tu viens, il y a une continuité. Donc ils n'ont pas eu besoin de me dire écoute ma petite chérie, nous on est Pléiadiens, on est ton ancienne famille, on est ta famille d'origine. Non, c'est... Tu le sais en fait. Je le sais en fait. Okay. Je le sais, donc c'est ma première famille, ce sont mes premiers amis en fait. Et c'est plutôt faire contact ou établir la relation avec les autres que j'ai dû incorporer, intégrer. Mais être en contact avec eux, ils ne se sont pas présentés à moi en me disant « on est », puisque de toute façon, ça a toujours été. D'accord. Du coup, c'est pas comme on pourrait le vivre quand on n'est pas en contact dès l'origine avec les Pléiadiens, où on entend parler de cette fraternité et qu'on arrive à se relier. Toi, tu n'avais jamais entendu parler d'eux dans le monde, enfin, dans cette incarnation de l'extérieur, c'est juste, toi, c'était de l'intérieur, tu savais juste que tu étais en lien avec cette fraternité. C'est ça, j'ai pas eu besoin de faire le travail d'établir un contact particulier avec une fraternité qui serait la fraternité pléiadienne en fait. C'est juste, je sais qui je suis, d'où je viens, et dans cette essence pléiadienne, je suis en relation avec ma famille. Ok. De quelle forme communiques-tu avec eux? Alors, on peut dire que quand ça passe par mon prisme, ça va prendre une forme, dans ma vacuité, je vais entendre, je vais voir, mais on n'est pas sur le plan de la matière, donc je perçois et j'entends, mais c'est surtout une télépathique. C'est-à-dire que je sais, c'est plus ça. Je sais et ça prend une forme visuelle et auditive, mais qui n'est pas que j'entends. Ça passe pas par des mots?
Ça va finir par être des mots. Par exemple, quand je suis en train de les canaliser, j'ai les yeux fermés, j'ai mes mains sur mon clavier, je tape, ça coule de source, hop, je tape tout ce que j'entends. J'entends, mais j'entends pas en fait. Ça s'imprime en moi, et le fait d'être sur Terre et d'avoir cette formation neurologique fait que ça va se traduire par ces mots-là. Mais c'est plutôt des impulsions et des concepts télépathiques, du coup. Télépathiques, ouais, beaucoup plus, ouais. Ok. Quels sont les messages qu'ils te transmettent? De quoi parlez-vous, en gros? Alors, je ne vais pas tout raconter, mais ce sont des messages qui peuvent concerner mon quotidien, qui peuvent concerner ma propre évolution, grandir en compréhension sur moi en faisant mes voyages intérieurs, et qui peuvent concerner l'humanité, contribuer en me mettant au service des informations qu'ils me donnent, comment contribuer à l'évolution de cette humanité. Alors quand je dis évolution, je ne suis pas en train de dire amélioration parce que l'humain est parfait en essence dans cette troisième dimension, mais plus amener l'humain à prendre conscience des personnages qu'il joue pour juste retrouver la simplicité d'un état d'être naturel. D'accord. Donc en fait, il t'aide toi sur ton chemin. Je sais que tu accompagnes aussi des personnes directement, donc qui peuvent aussi contribuer à cet accompagnement. Et plus largement, en fait, ce que tu peux donner à l'humanité de manière générale. Voilà. Donc plutôt sur effectivement le développement, on peut dire développement ou développement de personnel en fait. Oui, ça va être le développement personnel, et là ça va passer par parfois je reçois des protocoles ou des rituels que je m'auto-applique en quelque sorte. J'intègre toujours les enseignements qu'ils me transmettent, et après ça prend une forme qui peut être transmise et être utilisée par les gens qui sentent une résonance avec cette fraternité par exemple. Et là, du coup, le protocole ne va pas être mon protocole, mais un protocole offert à l'humanité. Et parfois, ça touche des technologies qui ont déjà été offertes en des temps anciens à l'humanité, mais qui se sont perdues au fil des différentes humanités, par exemple. Et là, ça permet de se les réapproprier et de travailler sur les différentes couches énergétiques et dans les différentes dimensions là où on est intégré, en fait. Ok. Sur quel plan d'existence vivent-ils? Parce que je pense que c'est des êtres, on vit dans cet espace-temps. Tu es en contact avec eux. Quand tu es en contact avec eux, par exemple, je ne les vois pas. Donc, sur quel plan d'existence, de vibration, en fait, ils se trouvent? Alors, je ne vais pas pouvoir te parler des Pléiadiens en règle générale, parce que sur Terre, admettons, on vit en France. Et là où je vis, je peux connaître éventuellement un peu les modes de fonctionnement, us et coutumes de ma région. Ça ne veut pas dire que je connais toute la France. C'est pas parce que je te connais toi et que je connais d'autres Français que je connais tous les Français non plus. C'est la même chose au niveau des Pléiadiens. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, autant par exemple on a différentes ethnies sur Terre, et ben c'est un peu pareil sur les Pléiades. Les Pléiadiens, c'est pas des robots normatifs qui se ressemblent tous, ils sont pas tous blonds aux yeux bleus ou aux cheveux plutôt longs et blancs, etc. Il y a vraiment des typologies différentes, notamment en fonction des points d'insertion dans lesquels ils sont. Moi, je ramène les points d'insertion. On appelle un point d'insertion, c'est l'endroit où on est localisé. Par exemple, quand je parle des Pléiadiens avec lesquels je suis en relation et de la mémoire que j'ai, c'est des Pléiadiens qui sont sur Maya. Donc ils ont un certain aspect physique, un certain type de connaissances, certaines us et coutumes aussi. Donc quand je suis sur Terre, ce que je reçois en termes d'informations, mes amis sont placés dans une des dimensions de la Terre, qui est la 23e dimension. Et cette 23e dimension est un point relais
qui est relié en fait à Maya. Donc ils reçoivent, c'est comme si l'information vibratoire ne pouvait pas venir directement de Maya, donc elle passe par un relais de la 23e dimension, où ce sont des Pléiadiens qui viennent de Maya aussi, hein, et d'autres bien sûr, et ensuite l'énergie est diffractée jusqu'à ce que moi, au niveau où j'en suis, en étant en vie dans la 3e dimension, je puisse intégrer une quantité, petite quantité, je pense, de ce qui est transmis. Ouais. Maya, c'est une planète des Pléiades, c'est ça? C'est un des... Donc les Pléiades, c'est une constellation, ouais. Et Maya fait partie de cette constellation. D'accord. Donc en fait, les Pléiadiens, en général, c'est un groupe beaucoup plus large que, par exemple, les personnes, enfin les êtres avec qui tu es en contact. Exactement, c'est un petit peu comme si il y avait, pareil, des Africains, des Asiatiques. Ouais. Par exemple, les Indiens d'Amérique, il y a énormément d'ethnies différentes, d'époques différentes, de coutumes différentes, de langues différentes. C'est ça. Donc moi, je peux parler que de ce dont j'ai la mémoire, et c'est plutôt Maya. Et Maya est liée en fait à toute une partie de l'histoire sur Terre, notamment en passant par l'Amérique du Sud. D'accord. Donc c'est pas par hasard qu'il y a eu des Mayas en Amérique du Sud. Voilà. Là, c'est un lien total et direct. D'ailleurs, c'est eux. Je crois que tu as fait un voyage au Pérou qui t'a été qui a été orchestré. Qui a été orchestré par donc je pense que c'était par les Pléiadiens. C'est par les Pléiadiens, ouais. D'accord. Donc en fait, toi, tu t'es rendu au Pérou, en fait, justement, à leur demande pour te connecter avec leur énergie qui était présente là-bas. C'est ça, et il y avait un dépôt énergétique et comme des enseignements que je ne pouvais recevoir qu'en étant là-bas. Okay. Donc, pour l'anecdote, ils m'ont dit Gaëlle, tu vas aller au Pérou pour écrire un livre. Et moi, je leur ai dit, non, en fait, là, je m'auto-parle. Je suis pas très loin de la folie. Donc, faites-moi gagner au loto, puis on en reparle. Donc, ils m'ont dit, ok, tu joues. Et j'étais seule avec mes 4 enfants à l'époque. Et j'ai joué, c'était le jeudi. J'ai joué et le dimanche, j'avais gagné de quoi partir au Pérou. Je ne parlais pas espagnol à l'époque. Et donc, j'anime un stage sur le dimanche d'après. Et là, je dis, j'ai besoin d'aller au Pérou. Mais je ne parle pas espagnol, et il y avait quelqu'un qui était espagnol et qui pouvait venir avec moi au Pérou pour m'accompagner. Bien orchestré, quoi. Donc c'était magnifiquement orchestré, et quand je suis arrivée là-bas, c'est là où j'ai rencontré une vieille femme. Donc son fils m'attendait pour faire une transmission directe. C'était un ancien maestro que j'avais connu dans une de mes incarnations sur Terre, et qui m'a fait une transmission directe. Et après, tous les lieux où j'avais rendez-vous, en fait, j'ai reçu des informations, et les guides me laissaient faire des rituels seuls dans des temples sans permettre à personne d'autre d'entrer, parce qu'il y avait une sorte de reconnaissance qui était là. Et effectivement, quand je suis rentrée, pendant 13 nuits, j'ai écrit le livre. Une semaine après, il me disait où l'envoyer, chez quel éditeur. C'était Ada Édition. Je l'ai envoyé. Une semaine après, j'avais une réponse. Et je ne savais pas à ce moment-là que ce n'était pas les processus habituels, et que c'était un peu magique ce qui était en train de se passer, en fait. Et plusieurs fois, les Pléiadiens m'ont appelé dans différentes parties du monde. Alors, ça a été pas mal en Amérique du Sud quand même. Ouais. Je suis beaucoup allée en Amérique du Sud, mais les Pléiadiens de Maya sont reliés aux Amérindiens également. Et c'est pour ça que c'est eux aussi qui m'ont envoyé dans l'Utah. Et à chaque fois, ça m'a permis de travailler la géométrie de l'un de nos corps internes, qui est vraiment l'enseignement que je porte et que je viens transmettre à cette humanité. Tu parles du corps d'unité, du coup, qui est en lien avec... Alors, le corps d'unité, il est vraiment lié au Pérou. Ouais. Donc, c'était un livre, c'est le premier livre que j'ai écrit, mais qui s'est transformé en programme de façon à pouvoir mettre les accompagnements audio avec, parce qu'au moins, il y a la fréquence pléiadienne dessus. Mais après, le corps de paix, ça a été beaucoup aussi par rapport au Mexique, mais aussi quand je suis allée dans l'Utah. Enfin, je suis allée dans plein d'endroits, même en Écosse, à Stonehenge aussi. Et à chaque fois, en fait, je suis les indications qu'ils me disent, parce que c'est comme si j'allais sur des vortex spécifiques où je récupère une information caudale.
ça s'active dans mon corps et à partir de ce moment-là, j'ai la mémoire de l'enseignement qui revient et je peux lui donner. Alors souvent, c'est très complexe parce que je les perçois sur d'autres plans en même temps. Ouais. Et à un moment donné, quand moi j'ai intégré, que j'ai fait tout le parcours à l'intérieur, ça se restitue sous une forme plus adaptée en fait pour pouvoir le transmettre à cette humanité. Ça a l'air excitant. C'est un peu mon quotidien. Après, voilà, c'est parfois aussi très confrontant. C'est parfois éprouvant aussi quand tu es en très haute énergie jour et nuit et que ton psychisme et ton système émotionnel doivent tenir la route par rapport à la somme d'informations que tu reçois ou la force des intégrations que tu reçois. Ouais. Il y a eu des moments dans ma vie où c'était très... Waouh, il fallait que ça passe, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu simple. Mais voilà, tu ne regrettes pas du tout toutes ces autres aventures Non, aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça. Ouais. Mais il faut bien te dire que quand j'ai commencé à recevoir tout ça, en fait, moi, j'étais dans l'enfance, donc ça n'a pas été compris. L'adolescence, je ne savais absolument pas quoi faire de tout ça. Mais même jeune adulte, en fait, quand tu retournes 25 ans en arrière, il n'y avait pas l'ouverture de conscience qu'il y a actuellement. Ouais. Donc, c'était compliqué à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a une vulgarisation qui est importante. Depuis 2012, voilà, ça monte, ça se diffuse, ça devient de plus en plus simple. Mais ça a été un chemin éprouvant. Je ne dis pas d'épreuve, hein. Je dis juste éprouvant. Je pense qu'on a compris un peu en fait, ce que sont les messages en fait, que tu reçois. Après, je voulais poser la question quand même par rapport aux Pléiadiens. Donc, dans quel but en fait ils sont en interaction avec nous humains sur la Terre? En fait, quelle est leur intention? Je pense effectivement que c'est pour notre évolution, mais quelle est leur... Alors, c'est pour notre évolution. C'est une fraternité bienveillante et porteuse de conscience qui a une grande responsabilité vis-à-vis des habitants de la Terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un consortium galactique qui s'est réuni, donc différentes fraternités, différents types de fraternités dans l'univers, et on remonte le temps, mais ils ont participé en fait à l'élaboration de notre véhicule terrestre. Ils ont donné de leur ADN, on a tous un pourcentage d'ADN de l'ensemble des fraternités dans des plus ou moins grandes proportions. Et pour les personnes qui ont des résonances pléiadiennes, ça veut dire qu'il y a un plus grand pourcentage d'ADN pléiadien qui a été donné. Et les Pléiadiens, comme d'autres fraternités, sont en responsabilité vis-à-vis de la Terre, puisqu'on est... alors ça ne nous baisse pas du tout, mais on est leur création. En tant que véhicule humanoïde, en fait. Ça veut dire, en fait, ils sont avec nous depuis l'aube de l'humanité. En fait. Ils sont là depuis le départ, ils ont toujours été là et ils nous suivent quelque part à distance, vraiment, parce que, je veux dire... Ils n'interagissent pas avec nous d'un point de vue direct. Ils respectent tous les choix que nous faisons. Et ils essayent juste de border, d'impulser de la conscience de plus en plus sur Terre pour qu'on se défasse en fait de tout ce qui est venu nous enfermer de plus en plus au niveau des égrégores collectifs et des fraternités qui n'ont pas envie en fait que cette humanité s'émancipe, qui veut la préserver comme humanité d'esclaves beaucoup plus. Donc eux, ils contribuent, ils ont toujours été là et c'est un peu, dans mon expérience sur Maya, en tous les cas, il y a beaucoup de conscience. Et si on devait les regarder, si moi je me mettais dans ma dimension terrestre pour les regarder, je dirais que c'est des grands frères qu'on a la possibilité de modéliser. La question qui m'est venue, c'est s'ils sont là depuis l'aube de l'humanité, s'ils nous veulent en fait tout ce bien pour nous guider vers plus de conscience, plus de bonheur, de joie de vivre,
pourquoi on n'a pas des contacts plus directs avec eux en fait? Est-ce qu'en fait on doit faire nos expériences, apprendre par nous-mêmes et c'est pour ça qu'en fait ils sont pas matérialisés en fait plus clairement? Je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui les perçoit ou qui perçoit même d'autres fraternités. C'est une histoire de taux vibratoire quand même. Après, on a ce qu'on appelle sur Terre, dans la troisième dimension, le libre arbitre. Donc ils n'ont pas le droit d'interférer sur nos choix, puisqu'on est en apprentissage d'être des maîtres créateurs. Donc on voit bien, on parle beaucoup sur Terre de la pensée créatrice, et effectivement on voit qu'une pensée puissante, elle peut créer, elle peut manifester dans la matière. Donc on vient apprendre à prendre la responsabilité de nos créations, et là c'est juste une cour... La Terre, en quelque sorte, c'est juste comme une cour de récréation où on a le droit d'apprendre. Tout est son contraire. On vient expérimenter, parce qu'on n'est pas que ce que l'on est en incarnation, on est un être multidimensionnel, donc tu as dû en entendre parler aussi. On est fait de différentes facettes. Chez nous, les Pléiadiens, en tous les cas dans les enseignements que moi j'ai reçus et dans ce que j'ai en conscience, on a 12 facettes. On peut avoir la mémoire de ces 12 facettes et on rentre en résonance avec. Et donc notre signature énergétique, moi en tant que Gaëlle, dans cette signature énergétique-là, j'ai des apprentissages à faire et je suis régie par certaines lois, les lois de la Terre, mais ma dimension Amaraya, qui est dans la 23e dimension, elle est régie par d'autres lois aussi et dans d'autres apprentissages. Mais comme on est un être multidimensionnel, rien n'est tronçonné, rien n'est coupé, tout se met au service de la globalité, la totalité. Donc eux, ils ne viennent pas directement parce qu'il y a cette loi qui... ils peuvent pas... on ne pourrait pas apprendre de la même manière à être des maîtres créateurs si on nous disait va à droite, va à gauche, fais ceci, fais cela. Il n'y a aucune émancipation dans ça. Et on vient s'émanciper pour vraiment retourner à la source, c'est-à-dire faire fondre ce personnage et être dans cette énergie créatrice. Donc, on ne les voit pas directement, et à la fois, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont la mémoire de qui ils sont, d'où ils viennent, et je me sens plus pléiadienne sur Terre que terrienne sur Terre en fait. Et pourtant je mets des jeans, et pourtant je mets des jupes, et je mets des talons, et donc il y en a plein, et tu te dis pas ah tiens il a une résonance pléiadienne, mais quand tu es pléiadien en fait tu repères les pléiadiens. Il y a une certaine couleur dans les oreilles, il y a une certaine vibration, comme tu peux repérer d'autres fraternités, d'autres types de fraternités, parce que tu es déjà allé faire un tour par là-bas et que tu connais aussi cette saveur-là en fait, tu vois. Donc même si on est sur notre libre arbitre, donc complètement dans notre expérience, on peut quand même faire appel à ces grands frères en fait pour nous aider, pour nous guider, les Pléiadiens ou d'autres fraternités. Ou d'autres fraternités, et surtout faire appel à nos parts multidimensionnelles qui, elles, vibrent dans des espaces autres que la Terre, par exemple. C'est-à-dire Eh bien, donc, si tu veux développer, en fait, donc en fait, si j'ai bien compris, donc moi je suis ici, Michael, sur cette planète, et donc en fait, il y a des parties de moi qui sont incarnées sur d'autres plans, des facettes de moi qui sont incarnées sur d'autres plans, d'autres dimensions. Donc, quand ma signature énergétique sur Terre, c'est Gaëlle, je me prénomme Gaëlle, c'est une signature énergétique. Amaraya, elle est dans la 23e dimension. D'accord. Mais sur Terre, comme j'ai conscience et que je suis connectée à cette part multidimensionnelle, je ramène ces informations-là dans ma dimension terrestre. Donc je peux, mes deux signatures énergétiques et d'autres de mes signatures énergétiques peuvent en même temps vibrer, mais elles ne me font pas faire la même chose. D'accord. Comment se manifeste Gaëlle ou quel est le personnage Gaëlle ne crée pas les mêmes choses tout à fait que le personnage Amaraya. Je vois ce que tu veux dire. C'est comme si, par exemple, moi j'avais appris plusieurs métiers dans des contextes différents. Donc en fait, j'ai créé un peu des personnages avec des capacités différentes, des façons de fonctionner différentes. Et donc je peux faire appel
à ces différentes parties de moi. Donc lui qui a été, je sais pas, caissier là, lui qui a été menuisier là, lui qui a fait ce professeur de là ici, et du coup ça reste des facettes de moi différentes, pourtant ça reste moi, et pourtant en fait je peux aller piocher un peu dans ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que pour moi, très clairement à l'intérieur, je vois que tout ce que je reçois au niveau des codifications, vraiment des enseignements pléiadiens, c'est Amaraya qui les reçoit. Gaëlle n'est pas mise de côté parce qu'elle sait mettre en forme dans la matière en fait ce qui est reçu. Mais Amaraya est plus scientifique, reçoit plus les informations, et Gaëlle est plus créative, donc elle donne une forme aux informations. D'accord. Il y a des complémentarités qui se créent entre mes facettes multidimensionnelles. Et tu es en contact avec d'autres facettes multidimensionnelles, donc là tu vas parler de Gaëlle, tu vas parler d'Amaraya. Il y a Luniaris, Soliaris et Delphinium. D'accord, qui sont d'autres facettes et que j'ai pas forcément besoin pour l'instant dans l'expérience que tu es en train de faire d'exprimer. Je suis en reliance avec elle, elle me donne certains enseignements, mais j'ai pas besoin de les manifester là dans le dharma qui est le mien aujourd'hui. Ok. Alors, je vais continuer avec ma petite liste de questions sur les Pléiadiens. Oui, revenons. On va rester sur les Pléiadiens. Ce sont forcément des êtres plus évolués que nous, beaucoup plus évolués que nous. Il y a des êtres plus évolués que nous, beaucoup plus évolués que nous, et il y a des jeunes entités aussi. Et en tous les cas, sur Maya, il y a beaucoup de scientifiques, on est très liés aux sciences, au travail sur l'ADN, et on est en phase d'apprentissage pendant très très longtemps. Et donc une personne qui a par exemple 70 ans sur les Pléiades, elle est très jeune, elle est adolescente sur Terre. D'accord. Donc une vie dure beaucoup plus longtemps sur les Pléiades. On est spécialisé dans la régénération cellulaire, dans toutes les recherches qui sont en lien avec l'immortalité. D'accord. Donc beaucoup régénération cellulaire, reconstruction. En fait, on travaille vraiment sur les véhicules humanoïdes et c'est vraiment une spécialisation là-bas. Donc là, tous les protocoles que tu reçois, en fait, ils sont énormément liés à cette spécialité, j'imagine. Voilà, c'est ça. Après, quand je dis beaucoup plus évolué, c'est pas le mot que je voudrais employer, c'est conscient. Très conscient. Bien sûr qu'une jeune entité, on ne va pas lui donner à voir des choses où elle pourrait... j'ai pas... en tous les cas, dans le sas dans lequel moi je vis, il n'y a pas cette notion d'abus de pouvoir ou de manipulation, etc. Mais je sais que ça existe. Hein. Ouais. Mais dans là où je vis, dans ma communauté, il n'y a pas ça. Donc... nos apprentissages durent très très longtemps et nos vies ne sont pas à la ressemblance de ce qui se passe sur Terre. Que peux-tu nous dire des Pléiades au niveau des... Donc c'est un groupement d'étoiles, c'est un endroit géographique déjà dans l'univers. C'est la constellation des Pléiades dans l'univers. C'est pas parce qu'on est... c'est pas parce que tu es français que tu es allé dans tous les pays sur Terre. Et pour moi, en fait, je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis. Je n'ai pas la mémoire d'être allée partout sur les Pléiades. Donc je suis vraiment... je ne sais pas si c'est parce qu'on a coupé une partie de ma mémoire, parce que ce n'est pas intéressant pour cette incarnation. En tous les cas, je suis vraiment axée sur Maya, quoi. Donc... je sais bien sûr qu'il y a d'autres typologies de Pléiadiens. Il y a aussi d'autres fonctions en fonction des étoiles en fait. Nous on est scientifiques, mais il y a des centres d'archivage, il y a des centres politiques, il y a vraiment différentes fonctions pour chacune des communautés ou des... Voilà.
Donc j'ai cru comprendre que tu avais la mémoire de vie donc sur Maya. Est-ce que tu peux nous en dire plus en fait sur la façon dont ça fonctionne en fait sur Maya, en fait comment vous vivez comment... Alors on est une communauté bienveillante, consciente. Quand je parle du mot conscience, il est important parce que tout est conscience en fait. On est conscient de l'énergie créatrice et tout est créé par cette énergie créatrice consciente. Ça veut dire que nos bâtiments, par exemple si je parle des infrastructures, elles sont, même si elles sont d'apparence faites de minéraux, on a conscience de l'esprit conscient à l'intérieur des minéraux. Oui. Donc, l'architecture elle-même est consciente. Et elle va interagir avec nous. Il y a des lieux où on va aller pour être en régénération. C'est un certain type de minéraux, c'est certaines zones de forme. Et si on veut travailler sur autre chose, juste je sais pas, se réharmoniser, ça va être là, se régénérer, ça va être là, étudier, ça va être là, apprendre quelque chose mais qui n'est pas de l'ordre de la science, ça va être là. Et chaque bâtiment, chaque structure géométrique est spécifique et est fait d'un matériau conscient qui interagit avec la conscience en nous, avec nos géométries internes en fait. On a, sur Maya en tous les cas, on ne se nourrit pas. On n'a pas besoin, donc on travaille justement avec des rituels d'absorption solaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'absorber l'énergie solaire, on est vraiment en train d'absorber la conscience. Sous forme d'énergie du coup. L'énergie, c'est... L'énergie, c'est de la conscience. Et on peut lier ça au prana, comme on connaît dans les pratiques sur Terre. On va faire, c'est pas la même chose, mais on va faire ce lien-là. Par exemple, le rituel d'absorption solaire, et quand on est relié à l'énergie du prana, ça va être l'équivalent de ce que l'on peut vivre sur Terre. Et sur les Pléiades, on le fait dans une dimension vibratoire consciente. Oui. Donc, la substance qu'on absorbe est différente. D'accord. Après, par exemple, au niveau de la reproduction, on a une sexualité, mais c'est pas du tout une sexualité pénétrante comme sur Terre. C'est vraiment une sexualité, c'est une sexualité énergétique, c'est-à-dire qu'on a des affinités et que quand on est bien vieux, on peut entrer, quand on est bien vieux, c'est-à-dire quand on est bien avancé dans nos apprentissages et dans notre verticalité, autonomie, c'est pas les bons mots, hein, parce que c'est pas ces mots-là là-bas, mais de cet ordre-là, alors on peut, comme on est complet en soi, on peut entrer en relation avec une complétude et créer une affinité de relation avec une autre polarité. Mais on ne rentre pas en sexualité pénétrante, il n'y a pas ces mêmes jeux de pouvoir. C'est plutôt des complétudes qui se rencontrent en fait. Et du coup, on n'est pas sexué de la même manière. Il y a quelque chose qui est très androgyne et pourtant qui porte une polarité. D'accord. Mais ça ne se joue pas au niveau de l'aspect vagin et pénis en quelque sorte. C'est pas à cet endroit-là. Et donc on a du coup on va parler de la reproduction. Oui. En fait, ce qui est le plus proche, ça va être la fécondation in vitro. Donc il n'y a pas de reproduction liée à de la sexualité. Ouais. Et le mot qu'on emploie, c'est on cultive en fait. On cultive des véhicules. Et donc, c'est une action génétique, en fait. Voilà, il y a beaucoup de maîtres généticiens, et on crée des vaisseaux
pour pouvoir accueillir des étincelles de vie. Et donc, on cultive dans des laboratoires. D'accord. Et donc, du coup, en fait, vous passez tout votre temps en fait, dans des apprentissages. C'est votre... Alors, c'est ce qui... en conscience. Tout est... C'est ce qu'on fait ici, mais voilà. C'est ce qu'on devrait faire ici, en tous les cas. Ouais. Donc, tout est conscience, mais il y a les jardins de la déambulation où on peut déambuler, où on peut communiquer. Il y a beaucoup d'humour. Je pense que je l'ai récupéré, je l'ai ramené sur Terre. Il y a beaucoup d'humour sur les Pléiades et c'est juste que c'est subtil, c'est fin. C'est pas grivois, c'est pas... Mais on prend du plaisir. On prend du plaisir dans des jeux. On a beaucoup de grands rituels tous ensemble, beaucoup de pratiques tous ensemble aussi. Et c'est dédié à la beauté en fait. Pour moi, s'il y a un mot qui exprime ces beautés, autant dans les structures géométriques de tous les bâtiments, mais aussi au niveau des vêtements, on ne porte pas des vêtements physiques. C'est comme si c'est la même chose que pour les bâtiments, on a une conscience, on est imprégné d'une conscience qui pratiquement nous revêt et c'est ça qui devient visible. Mais ça va aussi traduire l'état qu'on vit à l'intérieur. C'est comme si on voyait l'aura de la personne et du coup ça devient son vêtement. Voilà, c'est ça. Et donc en fonction de ce que l'on voit, on sait si la personne elle a besoin d'être seule par exemple. Si elle est dans une phase de travail où on ne doit pas la déranger. Donc il y a des émotions, mais c'est pas des émotions comme... humaines, comme nous on vit. Ça ne se passe pas du tout à ce niveau-là en fait. Bien sûr, que dans ma communauté, sur Maya, et là où moi j'ai la mémoire et là où je vais, où je me déplace, et où c'est comme ça, quoi. C'est pas. Je parle pas du monde. Je parle pas du monde pléiadien du tout. Okay. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur donc tu as reçu en fait la méthode P2H des Pléiadiens. Les soins P2H, Pleiadian Holistic Healing, les soins holistiques pléiadiens. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette méthode en fait qui, je crois, comporte plusieurs facettes, plusieurs corps, c'est ça? Ouais. Donc on a différents corps à l'intérieur. Donc dans cette dimension solaire, on a 12 corps internes. On peut les lier en fait au corps, par exemple. Ceux qui ont étudié un peu la philosophie dans le yoga ou dans certains systèmes spirituels sur Terre, on peut les lier aux différents corps que l'on connaît dans ces systèmes-là? Je ne sais pas. Ou c'est d'autres plans? Je ne sais pas parce que pour moi, les corps, c'est une association, c'est une géométrie en fait, c'est un complexe géométrique qui rayonne vers l'extérieur et va donner une couche qu'on va appeler, et pour simplifier les choses sur Terre, on va l'appeler par exemple corps d'unité, corps de paix, corps de joie, etc. Donc ce sont des géométries sacrées en fait. C'est un complexe géométrique à l'intérieur qu'on porte tous, c'est-à-dire qu'il y a la géométrie qui est revêtue de notre apparence humaine. Et quand cette géométrie-là, elle fonctionne bien, alors on va pouvoir rayonner notre état naturel d'être paix, ou d'être joie, ou d'être amour, d'être unité, etc. Donc c'est différentes couches de nos corps énergétiques. On peut dire ça? Alors elles ne sont pas non plus, c'est pas cumulé comme si on allait toutes les voir, de la plus petite aux plus grande, comme si c'était des poupées russes du tout. C'est le premier corps que j'ai reçu, c'était le corps d'unité. C'est pas le premier, c'est entre guillemets pas le premier des corps non plus. C'est le corps qui est associé à cette géométrie-là qui se révèle quand on travaille sur le corps d'unité. Comme pour la méthode pour le corps de paix est différente de ce que j'ai reçu pour le corps d'unité, mais à la fois ça travaille sur une des géométries internes. Sauf qu'au niveau de cette géométrie interne, on est sur
des signatures énergétiques qui doivent être travaillées sur différents points du corps. D'accord. Donc c'est 12 corps, c'est ça, la méthode P2H. Mais je n'en suis pas là. D'accord. Voilà, pour l'instant, j'ai reçu... donc ça a une tendance maintenant à s'accélérer parce que l'humanité est prête, tout simplement, à recevoir. Et donc, pour l'instant, j'ai reçu le corps d'unité, le corps solaire, le corps de joie et le corps de paix. Il est en accouchement. Il est en accouchement depuis 20 ans, mais il est là. Il est là. D'accord. J'en ai la perception et je n'ai pas encore réussi à restituer la forme la plus appropriée pour l'humanité. Et donc là, la méthode P2H, c'est une méthode, ce sont des protocoles, des rituels, en fait, aussi des enseignements qui nous permettent de travailler ces corps. Il y a des protocoles, il y a des rituels, il y a des enseignements qui sont différents en fonction de chacun des corps. Mais tout cela est pour nous restituer à nous-mêmes dans notre état naturel d'être. Et donc, on est venu, on est à ce qu'on appelle les temps sombres au niveau de l'humanité actuellement. Donc, ça veut dire que c'est comme s'il y avait eu des verrouillages qui s'étaient mis en place ou une coque, notamment la coque mentale qui est très très présente sur Terre, elle vient enfermer. Et quand on travaille sur les géométries internes, à travers les protocoles qu'on nous donne et les codifications, etc., eh bien, ça vient taper sur les codes, ça vient déverrouiller les cadenas, et donc ça vient nous restituer à notre état naturel d'être. En dehors de tous ces verrouillages qui ont fini par mettre le personnage sur le devant de la scène, dans l'oubli total de l'être magnifique que l'on est par essence. Du coup, là, ma question, c'est quel est cet état naturel d'être, puisque donc, je comprends en fait qu'on est conditionné, qu'on a des verrous mentaux énergétiques, et pourtant, moi, je peux me dire à un moment, moi, je suis un être naturel, je fais ce que je veux, je suis, et pourtant, genre, il y a des endroits plus naturels de moi dont je n'ai pas conscience, en fait, c'est ça. Que je peux déverrouiller grâce, en fait, à ces protocoles, ces rituels. Quand tu es dans ton état naturel d'être, tu es dans juste de la simplicité et de l'innocence. Et il n'y a plus ce chevauchement mental qui t'amène à avoir des hauts et des bas. Et je dirais que je vais parler... c'est ce qui sera le reflet des avancements à l'intérieur. Donc du coup, c'est aller vraiment vers l'étincelle divine, quelque part, que l'on a à l'intérieur. Et c'est ce que tu appelles en fait l'état naturel, en fait. Notre état naturel, c'est ça. C'est quand tu reviens à la conscience que tu es issu du souffle créateur et que tu es une étincelle de vie dont le cristal rayonne à l'intérieur et qu'il n'y a que ça. Et que tout le reste est construction et est illusoire. Du coup, ça paraît naturel quand tu y es. Et pourtant, c'est... comment dire, ça peut paraître extraordinaire en fait si on n'a pas conscience en fait de ce potentiel, quoi. Parce que naturel, on peut se sentir juste naturel en étant soi-même, inconscient de ses enfermements. Voilà, c'est ça. Et pourtant, tu nous parles bien en fait de cet état naturel qui est... Tu vois, l'image qui me vient quand je parle de l'état naturel, c'est la fleur qui a sa corolle ouverte, qui libère son parfum et elle ne se dit pas est-ce qu'on me regarde, est-ce que je suis en danger parce qu'on va venir me cueillir, est-ce que je suis mieux avec un pétale ou avec autre chose. Du coup, elle ne fait pas ça pouf, quoi, tu vois. Et ben, c'est juste t'es là et il n'y a plus de complexité à être là, en fait. Ça se raconte plus, il n'y a plus d'histoire qui se raconte dans la tête. L'état naturel, c'est la pure conscience ? Oui. Ok.
Merci.